Entre 1943 et 1944, la résistance française n'a pas seulement combattu l'occupant allemand. Elle a également mené une guerre silencieuse, directe et meurtrière contre ses propres compatriotes, les collaborateurs du régime nazi. Chaque traître identifié constituait une menace à éliminer. Il n'y eut ni procès ni avertissement. Un mandat, une plaque d'immatriculation, une adresse suffisaient. Certains furent abattus sur l'autoroute, d'autres furent kidnappés, interrogés et exécutés sans laisser de traces. De nombreux collaborateurs moururent en sachant que leurs noms étaient marqués depuis des semaines. Parmi eux se trouvaient de hauts fonctionnaires, des policiers, des informateurs et des civils qui vendaient des informations en échange de faveurs. Violette Maurice, l'exécution de la traîtresse la plus redoutée. Aux premières heures du 26 avril 1944, une scène de guerre clandestine bouleversa le calme rural de la route reliant Lieuret à Épeigne, en Normandie. Une Citroën traction. Avant avançait lentement lorsque, sans prévenir, elle fut touchée par une rafale de mitrailleuses. Le moteur prit feu. Les vitres volèrent en éclats. Le véhicule s'immobilisa sur le bord de la route, criblé de balles. À l'intérieur, tous les occupants étaient morts, y compris la cible principale de l'attaque, Violette Maurice, l'une des plus célèbres collaboratrices du régime nazi en France. C'était l'aboutissement d'une vie aussi extravagante que dangereuse. Une femme qui transgressa toutes les normes de son époque et qui, dans ses dernières années, décida de trahir son pays en s'alliant à ses bourreaux. Pour la résistance française, elle n'était pas simplement une traîtresse. C'était un monstre, une tortionnaire, une menace. L'exécution fut rapide, violente et délibérément symbolique. Avec la mort de Maurice, la résistance envoyait un message. Il n'y aurait aucune pitié pour les collaborateurs. Violette Maurice est née le 18 avril 1893 à Paris. Fille d'un officier, elle a été élevée dans des couvents, mais s'est toujours sentie mal à l'aise face aux limites sociales imposées aux femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a servi comme ambulancière sur le front, affichant déjà une personnalité audacieuse et rebelle. Mais sa légende commença à prendre forme dans les années 1920. Athlète prodigieuse, Maurice excella dans des disciplines aussi diverses que la boxe, le cyclisme, la natation, le lancer du poids et, surtout, la course automobile. Elle devint championne aux Jeux féminins de Monte-Carlo et fit régulièrement parler d'elle dans les médias pour son style de vie ouvertement provocateur. Elle portait des vêtements d'homme, fumait en public, parlait grossièrement et entretenait une relation amoureuse avec une autre femme, Yvonne Debray. En 1928, elle fut bannie par la Fédération française des sports féminins pour conduite immorale. Elle fut exclue de la compétition. L'humiliation publique fut le premier tournant majeur de sa vie. Dans les années 1930, elle sombra dans la marginalisation économique. Abandonnée par les milieux sportifs et méprisée par la presse, son ressentiment envers la République française grandit, tout comme sa proximité avec les milieux fascistes. En 1936, Violette fut invitée par Gertrude Hanecker, agent du SD, Sicherheitsdienst, le service de renseignement nazi, aux Jeux olympiques de Berlin. Elle fut présentée à Adolf Hitler comme le prototype de la nouvelle femme européenne. Dès lors, elle devint une informatrice du Reich. Ses contacts et ses connaissances techniques se révélèrent déterminants. Elle transmit les schémas du char français, Saumur S-35, et des données sur les fortifications de la ligne Maginot. Sa trahison était déjà en cours. Avec l'occupation de Paris en 1940, Maurice rejoignit avec enthousiasme le mouvement collaborationniste. Elle rejoignit la Carlingue, la police politique française au service de la Gestapo. Opérant depuis sa péniche sur la Seine, elle fut accusée d'avoir participé à la torture de membres de la résistance. Des témoignages de survivants et de sources alliées affirmèrent qu'elle frappait elle-même des prisonniers, utilisait des sangles, des tubes et des électrochocs. On la surnommait la hyène de la Gestapo. Sa collaboration n'était pas seulement idéologique ou opportuniste, il en tirait également profit. Il possédait un garage automobile qui entretenait la Luftwaffe et fournissait du carburant au marché noir. On lui doit des dizaines de dénonciations mortelles. La résistance ne l'oublia pas. Malgré son camouflage civil, la silhouette de Violette était trop reconnaissable, trop dangereuse. Le groupe Surcouf, lié aux forces françaises de l'intérieur, FEFI, planifia son élimination depuis des semaines. Ils obtinrent des informations sur son itinéraire habituel en Normandie. Ils savaient qu'elle voyageait armée.
qu'elle était accompagnée d'autres collaborateurs et qu'elle ne renoncerait pas facilement. L'opération fut simple mais efficace. Cachés parmi les arbres, les résistants attendaient l'arrivée de la Citroën. Lorsque la voiture entra dans la zone de tir, l'attaque commença. Des balles de fusil, des tirs de mitraillettes, sten et de mitrailleuses fusèrent à travers le véhicule. 5 adultes, dont Maurice et 2 enfants, moururent sur le coup. La présence de mineurs dans la voiture a suscité un certain malaise au sein même de la résistance. Mais les commandants ont justifié leur comportement. Ils étaient tous des collaborateurs. La guerre ne fait aucune distinction entre les innocents dans l'appareil ennemi. Le corps de Violette Maurice, méconnaissable en raison de ses blessures par balle, a été transporté à la morgue locale. Personne n'a réclamé son corps. Elle a été enterrée dans une fosse commune, sans pierre tombale, ni messe, ni deuil. Pour beaucoup, la mort de Violette Maurice fut une libération. Son nom était devenu synonyme de terreur. La presse underground la célébra comme un acte de justice poétique. Certaines publications de l'époque écrivirent « L'animal est tombé. Paris respire ». Cependant, au fil des ans, des voix se sont élevées pour s'interroger sur l'étendue réelle de sa collaboration. Certains historiens, surtout ces dernières décennies, ont suggéré qu'elle aurait pu servir de bouc émissaire, une femme menant une vie dissidente, détestée à la fois pour sa collaboration et pour avoir violé les normes de genre. Son rôle d'espionne a été largement documenté, mais l'étendue exacte de son implication dans la torture fait encore débat. En réalité, dans les dossiers du SD et de la Gestapo, son nom apparaît lié à de multiples opérations répressives. Elle était également mentionnée par des agents du SOE, Special Operations Executive, britannique comme une personne d'intérêt. Dans la France libérée, sa réputation suffisait à elle seule à justifier son exécution. L'histoire de Violette Maurice ne s'arrête pas à sa mort. Pendant des décennies, elle a été ignorée par l'historiographie officielle. Personne ne lui a rendu hommage. Dans la France d'après-guerre, son nom n'était prononcé que pour nous rappeler la trahison. Elle a été effacée comme une tache, mais son exécution marque un moment crucial dans l'histoire de la résistance, le passage de la défense à la justice par les armes. L'action contre elle n'était pas légale. Il n'y a eu ni procès, ni avocat, ni appel. Juste une route, quelques balles et un corps abattu. La hyène de la Gestapo a connu la fin que beaucoup attendaient, mais à la limite même de ce qui sépare la justice de la vengeance. Libération de la France, lynchage et vengeance populaire. Avec le retrait des troupes allemandes et l'entrée des Alliés à Paris en août 1944, la France s'éveilla dans la liberté et la fureur. Pendant 4 ans, la nation avait été plongée dans les ténèbres par la machine d'occupation et par ses propres compatriotes, devenus des bourreaux consentants. La libération ne signifiait pas seulement la fin de la domination nazie. Pour beaucoup, elle représentait l'occasion de régler leurs comptes. L'humiliation accumulée, le deuil personnel, la trahison sociale, les blessures ouvertes par les dénonciations, les déportations et la torture avaient besoin d'une soupape de sécurité. Et cette soupape, c'était la violence. L'euphorie initiale qui suivit la chute du Troisième Reich sur le sol français ne conduisit pas à un retour à l'ordre immédiat, mais plutôt à une vague de représailles spontanées. Dans des dizaines de villes libérées, les rues devinrent le théâtre de punitions collectives. Une accusation d'un voisin, un mot murmuré à l'oreille droite, une photographie dans des archives confisquées, un regard suspect suffisait à déclencher une condamnation. La justice institutionnelle, absente ou incapable de traiter l'avalanche de noms, fut remplacée par la justice de rue. Des foules anonymes et déchaînées réglaient leurs dettes sur les places publiques. À Grenoble, quelques jours seulement après le retrait allemand, 6 jeunes hommes furent exécutés lors de ce qui devint l'un des épisodes les plus symboliques de la période. Il s'agissait de membres de la milice, la force paramilitaire du régime de Vichy, chargée de réprimer la résistance. Ils furent extraits de leurs cellules sans procès et conduits dans une ancienne briqueterie à la périphérie de la ville. Attachés à des poteaux rouillés, ils furent fusillés devant des milliers de personnes. Parmi les spectateurs se trouvaient des mères avec leurs enfants, des personnes âgées et des hommes ayant perdu leurs frères au front. Le silence avant les tirs était absolu. Après, la foule éclata en applaudissements. L'exécution fut filmée, photographiée et commentée.
Les corps restèrent visibles un moment, comme un avertissement et une catharsis. Le choix du lieu n'était pas fortuit. C'est là que les Allemands avaient fusillé 23 résistants quelques semaines plus tôt. Le cycle de la mort s'inversait alors. Dijon a connu une scène encore plus brutale. Jacques Larsac, ancien commissaire lié à l'appareil répressif collaborationniste, a été extirpé de sa cellule par une foule qui refusait d'attendre le verdict du tribunal. Sa mort a été aussi brutale que symbolique. Il a été traîné, insulté, battu, pendu à un feu rouge et exhibé devant la mairie. La scène a été vue par une foule hétéroclite et bruyante dans une atmosphère rappelant davantage une exécution médiévale qu'une transition démocratique. On a chanté, ri et pris des photos. Le corps est devenu un trophée et sa mort, un spectacle. La colère populaire ne connaissait ni classe, ni âge, ni origine. L'une des manifestations les plus controversées fut la violence systématique contre les femmes accusées d'avoir eu des relations avec des soldats allemands. Peu importait qu'elles y aient été contraintes, qu'elles le fassent par faim, par peur ou par amour. Aux yeux de beaucoup, ces femmes n'étaient ni des victimes ni des personnes. Elles étaient les symboles d'un outrage à l'honneur national. Le châtiment était aussi public que symbolique. Elles étaient rasées sur des places centrales, partiellement nues, peintes de croix gammées et contraintes de défiler sous les crachats et les moqueries. Les photos, prises par des correspondants alliés, firent le tour du monde. Des femmes, la tête baissée, entourées d'insultes, des enfants pointés du doigt, des hommes souriants. Dans certains cas, même les bébés nés de ces relations étaient humiliés ou abandonnés. La scène se répéta des centaines, voire des milliers de fois. On estime que plus de 20 femmes subirent ces humiliations publiques. Certaines furent exécutées, d'autres marquées à vie. Dans les petites villes, où tout le monde se connaissait, une seule accusation suffisait à semer la honte. Dans les grandes villes, les foules étaient plus anonymes, mais tout aussi féroces. Le collectif l'emportait sur l'individuel, et l'émotionnel sur toute notion de justice. Au cœur de cette violence résidait un douloureux paradoxe. La résistance, au nom de la liberté, avait dû opérer clandestinement, silencieusement, sous une menace constante. Lorsque le pays fut libéré, cette même structure, désormais légitimée par la victoire, ne put ni ne voulut toujours canaliser son pouvoir par des mécanismes légaux. Dans bien des cas, ce fut une seconde guerre qui fut déclenchée, non pas contre un ennemi étranger, mais contre les fantômes internes de la nation. La purge ne fut ni ordonnée ni centralisée. Elle fut fragmentaire, inégale, parfois coordonnée, parfois totalement spontanée. Dans certains endroits, des comités de libération tentèrent d'établir des critères. Dans d'autres, la fureur fut le seul guide. Charles de Gaulle, conscient du chaos, adopta une position ambivalente. S'il appelait à restaurer l'autorité de l'État et à enrayer les abus, il acceptait aussi que des purges spontanées fassent partie du processus. L'administration provisoire manquait de moyens pour contrôler des milliers de cas de collaboration. Une justice sommaire fut donc tolérée au nom de la nécessité historique. Pour beaucoup de Français, de tels actes constituaient la seule réparation possible. Pour d'autres, ils étaient le symptôme que la nation avait perdu, outre la guerre, une part de son âme. Le passage du temps n'a pas apaisé toutes les blessures. Lorsque le brouillard de la guerre s'est dissipé, des doutes ont commencé à surgir. Combien de femmes exécutées l'ont été pour des raisons personnelles déguisées en justice patriotique? Combien de femmes ont été marquées par la jalousie ou l'envie plutôt que par des actes concrets? Archives, témoignages tardifs et enquêtes d'après-guerre ont révélé des dizaines d'erreurs, de manipulations et de vendettas privés camouflés sous le couvert du patriotisme. Certaines des personnes exécutées étaient des adolescentes recrutées de force, d'autres de simples employés incapables d'échapper à l'appareil d'État. Nombre de ces femmes humiliées n'avaient rien fait d'autre que survivre. Ce qui s'est passé en 1944 était l'expression brutale d'une nation brisée. La résistance avait gagné, mais sa victoire n'était pas sans ombre. Les exécutions sans procès, les lynchages de masse et l'humiliation publique n'étaient pas seulement les conséquences de la douleur. Ils étaient aussi les symptômes d'un pays qui, cherchant sa voix, criait trop fort. La frontière entre justice et violence s'est estompée. La rage collective n'attendait pas de preuves. Il lui fallait seulement une victime visible.
Les Français d'après-guerre ont dû affronter cette réalité dérangeante. Tous les crimes n'ont pas été commis par l'occupant. Certains sont nés parmi eux. Dans les rues où les drapeaux nazis avaient autrefois été hissés, les peines étaient désormais exécutées sans juge. Sur les balcons d'où l'envahisseur avait été salué, on applaudissait à la moquerie. La mémoire collective a mis du temps à accepter ces épisodes. Pendant des années, on a préféré parler de la gloire de la libération plutôt que de ses excès. Mais les photographies, les archives, les tombes anonymes sont restées. Et avec elles, la question persistante, à quoi sert la justice en spectacle? La moisson de haine était réelle, elle était immense. Et si pour beaucoup elle marquait la fin d'une période de souffrance, pour d'autres, elle inaugurait une nouvelle ère de silence gênant et de culpabilité cachée. L'après-guerre ne commença pas par la réconciliation, mais par l'écho des coups de feu, des crânes rasés et des corps traînés dans les rues. Le sang cessa de couler sur ordre de l'ennemi, mais cela ne l'empêcha pas de couler. Le feu sur les traîtres, les chasses de la résistance française. Dans la France occupée entre 1940 et 1944, tous les ennemis ne portaient pas l'uniforme allemand. Le collaborateur français était l'ennemi silencieux, souvent indiscernable du voisin, du commerçant, du policier ou du prêtre. Dans un contexte d'humiliation nationale, de rationnement, de propagande et de peur, des milliers de citoyens français ont choisi de servir les intérêts du Troisième Reich. La trahison a pris de multiples formes. Dénonciation, répression, torture, exploitation du pillage et même participation directe aux déportations. Mais au-delà du geste précis, de la décision concrète de collaborer, il existait une matrice structurelle profonde qui permettait à cette trahison de prospérer dans toutes les couches sociales, dans toutes les régions, avec toutes les justifications imaginables. Qui étaient réellement ces traîtres? Qu'est-ce qui les a motivés? Ont-ils agi par idéologie, nécessité, vengeance ou simplement par peur? Le collaborationnisme n'était pas un phénomène marginal, réservé aux fanatiques ou aux criminels. C'était le sombre miroir d'une société fracturée, assiégée par ses propres démons historiques et poussée vers l'abîme par l'occupation. Ce chapitre cherche à démêler non seulement l'identité des collaborateurs, mais aussi les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui les ont rendus possibles. Non pas pour justifier leur comportement, mais pour comprendre comment la trahison est ancrée dans le corps vivant d'une nation vaincue. De nombreux membres de la milice et d'autres organisations collaborationnistes n'ont pas découvert l'autoritarisme à l'arrivée des troupes allemandes. Ils le portaient déjà en eux, comme une graine qui n'attendait qu'un terreau fertile pour germer. C'étaient d'anciens militants de groupes nationalistes, nostalgiques de l'ordre et de l'Empire, des hommes qui voyaient dans l'effondrement de 1940 la confirmation de l'échec de la démocratie libérale. Pour eux, la chute de la France n'était pas seulement une défaite militaire, mais le symptôme d'un malaise moral. Ils voyaient dans le nouvel ordre une promesse de renouveau, une croisade contre le communisme, le judaïsme, le libéralisme et toutes les formes de décadence moderne. L'Allemagne offrait le modèle d'une patrie rajeunie, disciplinée, racialement pure, sans parti ni grève, sans concession au pluralisme. Nombre d'entre eux se portèrent volontaires avant même l'existence d'une structure formelle de collaboration. Dans leur esprit, ils ne trahissaient pas la France, ils la sauvaient d'elle-même. Le cas de Joseph Darnand illustre cette mentalité. Ancien combattant décoré de la Grande Guerre, devenu chef suprême de la milice, il finit par prêter personnellement serment de loyauté à Hitler en 1943. Il le fit avec conviction, avec une clarté idéologique absolue, se considérant comme l'héritier de la véritable France. Dans son entourage, l'obéissance au Reich n'était pas une soumission, mais une alliance stratégique pour la régénération nationale. Ces hommes ne se considéraient pas comme des bourreaux, mais comme les sentinelles d'une civilisation menacée. Mais cette conviction inébranlable, aveugle, n'était qu'une des nombreuses voies de la trahison. Dans d'autres cas, la collaboration était simplement un moyen de survivre. La France occupée était un pays brisé. Les villes souffraient de panne d'électricité, les villages étaient isolés et la faim était omniprésente. Les Allemands accaparaient les ressources, l'économie était paralysée et le chômage augmentait. Dans ce contexte, appartenir à l'administration de Vichy ou aux forces collaborationnistes offrait des avantages inimaginables.
un salaire fixe, l'accès à de meilleures rations et la protection contre le service du travail obligatoire en Allemagne. Attirés par ces promesses, de nombreux jeunes hommes sans métier ni espoir rejoignirent la milice ou la police. Certains étaient des paysans déplacés, d'autres des chômeurs, et bon nombre étaient des criminels de droit commun à qui l'amnistie était offerte en échange de leurs services. Pour beaucoup, c'était un choix pragmatique, s'engager ou mourir de faim. À ce moment-là, la collaboration devint un salaire. La collaboration était également passive. Tous ne prenaient pas les armes ni ne participaient aux raids. Beaucoup acceptaient simplement de travailler dans les bureaux du régime, effectuant des recensements, dressant des listes, gardant des entrepôts et scellant des documents. La machine de soumission exigeait des fonctionnaires, des archivistes, des chauffeurs et des commis. Il suffisait de ne pas poser de questions, d'obéir aux ordres sans discuter, de détourner le regard lorsque quelqu'un disparaissait. Une signature, un numéro mal orthographié, un dossier livré à temps pouvait signifier la mort d'autrui. Et pourtant, pour des milliers de Français, ces tâches faisaient partie de la normalité. Il n'y avait aucun remords, seulement la routine. La France n'était pas seulement un pays occupé, c'était un pays divisé par ses propres fissures internes. La défaite a amplifié les tensions historiques entre régions, entre classes sociales, entre visions du monde. Pour de nombreux collaborateurs, l'ennemi n'était pas seulement l'Allemand, mais l'autre français, ce bourgeois parisien arrogant, ce syndicaliste rebelle, ce voisin juif au nom de familles difficiles, ce communiste à l'accent étranger. Les blessures du Front populaire, la revanche de la campagne contre la ville, du catholicisme contre la laïcité, de la province contre la capitale, se sont rouvertes sous l'occupation. Et la collaboration offrait un outil pour régler ses comptes. La propagande de Vichy et du Reich n'a fait qu'exacerber ces divisions. Elle a alimenté le ressentiment et fourni des justifications. Le collaborateur ne se sentait pas comme un bourreau, mais plutôt comme l'exécuteur d'une justice ancienne, d'une vengeance historique. Ainsi, la haine s'est muée en devoir. Dans de nombreux villages, une accusation anonyme suffisait à faire disparaître quelqu'un. Il suffisait de suggérer qu'un rival politique cachait des armes ou aidait les Juifs à déclencher la répression. Derrière de nombreuses dénonciations, il n'y avait ni idéologie ni argent. Il y avait envie, jalousie et rancunes ancestrales. Le rôle des femmes dans ce réseau était plus complexe que l'histoire officielle ne veut bien l'admettre. Si l'image la plus répandue est celle des jeunes femmes rasées de crâne après la libération pour avoir eu des relations avec des soldats allemands, leur implication était plus profonde. Nombre d'entre elles collaborèrent activement, comme traductrices, espionnes, secrétaires de la Gestapo. Certaines participèrent aux interrogatoires, d'autres trahirent des réfugiés en échange de privilèges ou par peur. La figure de Violette Maurice, ancienne athlète devenue tortionnaire, incarne cette zone grise entre fascination pour le pouvoir et cruauté impitoyable. Mais parallèlement, de nombreuses autres femmes collaborèrent de manière plus ambiguë, protégeant leurs enfants, tentant de sauver des proches, cédant au chantage. Les châtiments infligés à nombre d'entre elles après la guerre furent disproportionnés. Si certains hommes collaborateurs parvinrent à s'échapper, à se cacher ou à négocier leur impunité, des milliers de femmes furent humiliées, violées et marquées au fer rouge en public. La collaboration féminine était perçue comme une double trahison, envers la patrie et envers la morale. Mais leur situation était rarement prise en compte. La justice céda la place à la fureur. La collaboration était également invisible, silencieuse, profondément ancrée dans des secteurs sociaux qui n'avaient jamais porté le brassard. Il y avait des médecins qui refusaient de soigner des résistants, des avocats qui aidaient à déposséder des familles juives, des fonctionnaires qui validaient de faux documents pour des agents allemands. Il y avait des enseignants qui expulsaient des élèves indésirables, des prêtres qui légitimaient la répression en chair, des journalistes qui construisaient des récits toxiques pour justifier la violence. Chacun, dans sa sphère, contribuait à entretenir l'échafaudage de l'horreur. Sans leur participation, l'occupant aurait été plus maladroit, plus lent, plus vulnérable. C'est la collaboration de ceux qui n'ont jamais tiré un coup de feu qui a rendu possible l'efficacité de l'occupation. En France, la collaboration n'était pas un phénomène secondaire. C'était un phénomène massif, transversal, presque organique. Il englobait riches et pauvres, vieux et jeunes, croyants et athées, conservateurs et progressistes.
Chacun y trouvait sa justification, son excuse, sa raison. Certains le faisaient par loyauté idéologique, d'autres par peur d'être expulsés. Beaucoup, simplement parce qu'ils le pouvaient, et parce qu'ils savaient que personne ne les en empêcherait. Après la libération, la France a dû se regarder dans le miroir. Et le reflet n'était pas héroïque, il était inconfortable, familier, dérangeant. L'ennemi ne parlait pas seulement allemand, il avait aussi un nom de famille français, portait un béret et vendait du pain au coin de la rue. La trahison ne venait pas de l'extérieur, elle jaillissait de l'intérieur. Comprendre l'anatomie du collaborateur français, c'est accepter que la trahison n'est pas un acte extraordinaire, mais un mécanisme qui peut s'activer dans toute société fracturée, sous pression, en période de peur. Elle ne se manifeste pas toujours par des armes ou des discours. Parfois, elle se cache dans une feuille de papier signée, dans un regard qui évite de se rencontrer, dans une parole taisée au moment le plus important. La frontière entre devoir et trahison est plus fragile qu'on ne voudrait le croire. Et c'est précisément cette fragilité qui rend essentiel de ne pas l'oublier. Milice française, la terreur née entre Français. La milice française, ou plus simplement la milice, n'était pas seulement une force politique créée par le régime de Vichy pour asseoir sa légitimité auprès du peuple français. C'était un instrument de répression brutale, systématique et profondément idéologisé, opérant avec la bénédiction et le soutien direct de l'occupant nazi. Composé de Français ayant choisi de se battre contre d'autres Français, son existence incarne la face la plus sinistre de la collaboration. Tandis que la Wehrmacht et la Gestapo maintenaient le contrôle général du territoire, la milice agissait tel un scalpel de la terreur, pénétrant les couches les plus intimes de la société française. Quartiers, villes, rues, familles. Sa connaissance du terrain et ses liens locaux en faisaient un outil irremplaçable et redouté. Témoignages de survivants, archives des procès d'après-guerre et mémoires personnelles s'accordent tous sur un point. La milice torturait avec une violence calculée et déshumanisante. Il ne s'agissait pas d'une violence aléatoire. Elle était fonctionnelle, conçue pour détruire les corps, briser les testaments et extorquer des aveux, des noms, des listes et des adresses. Parmi les méthodes utilisées figuraient les coups systématiques à coups de matraque, de fouet ou de ceinture, appliqués sur les cuisses, le dos, les côtes et le visage. Des décharges électriques étaient administrées à l'aide de dynamos improvisés reliés aux parties génitales ou aux doigts. L'asphyxie était simulée avec des sacs en tissu mouillé ou l'immersion de la tête dans des seaux d'eau sale. Les mutilations au rasoir ou au cigare allumé étaient appliquées sur les mamelons, les ongles ou l'aine. Les techniques de privation extrême comprenaient la privation prolongée de nourriture, l'isolement et l'exposition au froid. La chambre de torture typique était un sous-sol sans fenêtre, dont les murs étaient plâtrés pour étouffer les cris. À Paris, l'un des centres les plus redoutés était celui de la rue Lauriston, siège de la Gestapo française, où collaborateurs et Allemands collaboraient. Des documents attestent de dizaines de prisonniers ligotés, pendus à des crochets, battus jusqu'à l'évanouissement, puis renvoyés dans leurs cellules pour répéter l'opération le lendemain. Des centres de détention contrôlés par la milice ou partagés avec la Gestapo étaient disséminés dans plusieurs villes. Parmi les plus célèbres, le fort de Montluc, Lyon, prison centrale de la milice où des milliers de résistants furent interrogés, l'hôtel Terminus, Bordeaux, transformé en centre de torture et d'exécution, la prison de Fresnes, Paris, officiellement sous contrôle allemand, mais avec une présence active de collaborateurs français, la maison d'arrêt de Toulouse, où se déroulaient des interrogatoires approfondis, menés par des officiers français. Dans ces installations, non seulement les combattants armés étaient torturés, mais aussi des civils, imprimeurs, messagers, prêtres, médecins et même des enfants qui avaient servi d'agents de liaison. Les archives font état de dizaines de décès dus à des hémorragies internes, des fractures du crâne et des septicémies non traitées. La milice n'agissait pas seule. Dès sa fondation en 1943, sous la direction de Joseph Darnand, elle opéra comme une branche locale de la Gestapo allemande, spécialisée dans la traque des résistants, des juifs cachés, des prisonniers évadés et des déserteurs. Darnand, fervent antisémite et vétéran de la Première Guerre mondiale, prêta serment de loyauté personnelle à Adolf Hitler. De ce fait, la milice devint une unité SS semi-autonome. Nombre de ses cadres reçurent une formation en Allemagne.
Certains combattirent même sur le front de l'Est au sein de la division Charlemagne de la Waffen-SS. Cette collaboration directe a donné lieu à des opérations conjointes. Un exemple marquant fut le démantèlement du réseau combat à Lyon, dirigé par Klaus Barbie, mais réalisé avec l'aide logistique et tactique de la milice locale. Dans les derniers mois de l'occupation, à mesure que la résistance gagnait du terrain, la milice radicalisa ses actions. De nombreux prisonniers ne furent pas interrogés, mais exécutés sur le champ. Dans certains cas, en représailles à des attaques du maquis. Dans d'autres, pour effacer des preuves, punir des communautés entières ou semer la terreur. Un cas brutal fut l'exécution de 34 prisonniers à la prison Saint-Pierre de Paris, à la suite d'une émeute. L'ordre venait directement des chefs de milice qui choisissaient les prisonniers au hasard. Ils étaient extraits de leurs cellules à l'aube, alignés dans la cour intérieure et fusillés sans jugement. Dans les zones rurales, la méthode était encore plus expéditive. Les suspects étaient capturés, interrogés sous la torture, puis emmenés dans des forêts ou des champs où ils étaient abattus et enterrés dans des fosses communes. L'une des pratiques les plus sombres de la milice était la persécution des proches des résistants. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à capturer la cible principale, ils arrêtaient leurs épouses, mères, frères et sœurs ou enfants. Nombre d'entre eux étaient torturés pour obtenir des aveux ou soumis à un chantage affectif. Un témoignage retrouvé dans les archives du tribunal de Lyon relate le cas d'une femme enceinte, détenue avec sa fille de 10 ans. Toutes deux furent interrogées pendant des heures. La jeune fille fut battue devant sa mère jusqu'à ce qu'elle révèle où se trouvait son mari, chef d'une cellule locale de sabotage ferroviaire. L'homme fut capturé le lendemain et exécuté. On signale également des expulsions forcées, des incendies de maisons familiales, des confiscations de biens et des menaces publiques accompagnées de listes de familles collaborant avec des terroristes. La logique était simple, attaquer l'arbre, mais aussi ses racines. De nombreux survivants qui ont témoigné après la guerre partageaient un sentiment. Leur peur des Allemands était terrible, mais leur peur de la milice française était encore plus grande. Originaires de la région, ils parlaient la même langue, savaient qui était qui et agissaient sans retenue. Une femme détenue à Limoges a déclaré à un tribunal en 1945 « Ils m'ont battu avec un tuyau d'arrosage mouillé jusqu'à ce que mes côtes se brisent. Ils m'ont déshabillé et pendu par les poignets pendant des heures. L'un d'eux, un Français, pas un Allemand, m'a dit que si je ne parlais pas, il amènerait mon fils et le forcerait à comparaître. » Le collaborateur comme bourreau n'était pas un accident historique. C'était une construction politique alimentée par la haine, l'idéologie, l'opportunisme, et souvent par une soif de pouvoir déchaînée sous la protection de l'impunité. La milice et ses collaborateurs civils transformèrent le sol français en terre de peur, de silence et de trahison. Pendant 2 ans, ils semèrent l'horreur au nom de l'ordre, de l'obéissance et de la pureté raciale. Mais leur châtiment ne tarda pas à venir. Avec la libération du pays, beaucoup furent exécutés, comme on l'a vu, d'autres jugés et condamnés. Mais aucun châtiment ne parviendra à effacer la terreur semée. Au cœur même de la France, le bourreau parlait français, connaissait les rues et utilisait le même drapeau, mais à l'envers. Qui étaient les traîtres? Anatomie du collaborationniste français. Dans la France occupée entre 1940 et 1944, tous les ennemis ne portaient pas l'uniforme allemand. Le collaborateur français était l'ennemi silencieux, souvent indiscernable du voisin, du commerçant, du policier ou du prêtre. Dans un contexte d'humiliation nationale, de rationnement, de propagande et de peur, des milliers de citoyens français ont choisi de servir les intérêts du Troisième Reich. La trahison a pris de multiples formes: dénonciation, répression, torture, exploitation du pillage et participation directe aux déportations massives. L'occupation a non seulement révélé la brutalité de l'envahisseur, mais aussi la fragilité morale des envahis. Mais qui étaient réellement ces traîtres? Quelles étaient leurs motivations? Agissaient-ils par idéologie, nécessité, ressentiment ou lâcheté? Ce chapitre vise à décrypter l'anatomie sociale et morale du collaborateur français, non pas comme une figure isolée ou monstrueuse, mais comme le produit complexe d'une société brisée, secouée par l'effondrement, la défaite et l'occupation. Car la trahison n'était pas l'apanage d'une élite politique ou de criminels avérés. C'était un phénomène profond, ancré dans les peurs, les frustrations et les ambitions d'une nation entière déchirée.
Parmi les premiers à adhérer à la collaboration figuraient ceux qui n'avaient pas découvert l'autoritarisme avec l'arrivée des nazis. Ils le portaient déjà en eux. Militants de longue date de l'extrême droite française, nostalgiques de l'ordre hiérarchique, ennemis jurés de la République parlementaire, ils étaient des ennemis jurés de la démocratie, de la laïcité et de l'internationalisme. Leur rejet de la démocratie, de la laïcité et de l'internationalisme n'était pas né avec la guerre, mais couvé pendant des années en marge d'une politique polarisée. Pour ces hommes et certaines femmes, la défaite de juin 1940 était un signe divin, la confirmation que la France avait besoin d'une régénération morale, une punition rédemptrice. Ils voyaient dans l'occupation une occasion de purger ce qu'ils considéraient comme les impuretés de la nation, le marxisme, le judaïsme, la décadence libérale, la liberté de la presse, le métissage culturel. Ils étaient peu nombreux, mais c'étaient des fanatiques. Ils voyaient en l'Allemagne un modèle d'ordre, une promesse d'épuration nationale. Certains proposèrent leur service avant même l'existence d'une structure formelle. Le cas le plus emblématique fut celui de Joseph Darnan, vétéran de la Grande Guerre et patriote radicalisé, qui finit par jurer fidélité personnelle à Hitler. Pour lui et ses partisans, la milice n'était pas un instrument d'oppression, mais une croisade morale. Ils ne se considérèrent pas comme des traîtres, mais plutôt comme des restaurateurs de l'âme française, convaincus de combattre des ennemis intérieurs déguisés en compatriotes. Des dizaines de milliers de personnes rejoignirent ce noyau idéologique pour des motivations bien plus matérielles. La France, sous occupation, était un pays dévasté. Faim, froid, chômage, peur. L'économie s'effondrait, les industries étaient confisquées, les récoltes réquisitionnées. Au milieu de ce désespoir, la collaboration offrait quelque chose de tangible, un plat chaud, un salaire, un toit. S'engager dans la milice ou travailler pour le régime de Vichy signifiait éviter le recrutement obligatoire dans les usines allemandes. C'était une question de survie. Et pour de nombreux jeunes sans avenir, paysans ruinés ou marginalisés des villes, c'était aussi une voie inattendue vers l'ascension sociale. Uniforme, autorité, respect, la guerre leur offrait une place que la paix n'avait jamais offerte. Certains entraient comme geôliers, chauffeurs, assistants administratifs. D'autres étaient de simples opportunistes. Leur loyauté ne reposait pas sur Berlin ou Paris, mais sur leur estomac et leur peur. Pour certains, la collaboration était une façon de remplacer le pouvoir déchu, une adaptation plutôt qu'une trahison consciente. Mais le résultat était le même. Chaque signature sur un document, chaque liste dressée, chaque silence complice alimentait la machine de l'horreur. Les fractures internes de la France ont également fourni un terreau fertile à la collaboration. La défaite a exacerbé de vieilles rancœurs entre classes sociales, régions et convictions politiques. Dans de nombreuses zones rurales, le ressentiment envers la ville s'est transformé en haine active. Dans certains villages, collaborer avec l'occupant signifiait punir le riche marchand, l'enseignant républicain, le médecin juif. Il ne s'agissait pas de l'Allemagne, mais d'une vengeance personnelle déguisée en patriotisme. La propagande de Vichy a su exploiter cette haine latente pour la rediriger vers des ennemis intérieurs. Dans ce climat empoisonné, les dénonciations se multipliaient. Une rumeur, une lettre anonyme, une accusation intéressée suffisait. Être taxé de communiste, de juif ou de sympathisant de la résistance pouvait suffire à disparaître. Le plus effrayant, c'est que souvent celui qui dénonçait n'était pas un inconnu, c'était un voisin, un cousin, un pharmacien. L'occupation a transformé la France en une société du soupçon, et dans ce jeu déloyal, la trahison est devenue monnaie courante. Le rôle des femmes dans la collaboration a toujours été invisible ou réduit à des stéréotypes. Mais il était plus vaste et plus complexe. Certaines entretinrent une relation amoureuse avec des soldats allemands, ce qui provoqua un scandale public et des châtiments brutaux après la libération. D'autres, en revanche, participèrent activement comme informatrices, dactylos, espionnes et, dans certains cas, tortionnaires. Dans les bureaux de la Gestapo à Paris, il n'était pas rare de trouver des Françaises impliquées dans des interrogatoires. Certaines agissaient par idéologie, d'autres par peur, beaucoup par instinct de survie. Mais leur genre ne les préservait pas de la stigmatisation. Après la guerre, les femmes accusées de collaboration furent soumises à des humiliations publiques, souvent sans procès ni preuve, qui incluaient le viol, l'exhibition forcée et le rasage rituel des cheveux.
Pour de nombreuses communautés, punir les collaboratrices était une manière symbolique de restaurer l'honneur national bafoué. Mais la collaboration n'était pas toujours active ou violente. Il existait un autre type de collaboration, plus silencieuse mais tout aussi corrosive, celle des professionnels, des fonctionnaires et des techniciens. Des personnes sans uniforme ni idéologie claire, mais capables de faciliter ou d'entraver le fonctionnement de l'occupation. Des enseignants qui expulsaient les élèves indésirables, des fonctionnaires qui autorisaient les rafles, des médecins qui refusaient de soigner les résistants blessés, des juges qui prononçaient des peines sous les ordres de Vichy, des facteurs qui interceptaient des messages clandestins. Chacun de ces gestes, pris isolément, peut paraître banal. Mais ensemble, ils ont construit le cadre nécessaire à l'efficacité de la répression. Cette collaboration bureaucratique était, à bien des égards, la plus efficace. Nul besoin de crier ni de menacer. Il suffisait de signer, de tamponner, d'ignorer. C'était une collaboration de papier, de routine, d'obéissance, plus difficile à détecter, plus facile à justifier, mais aussi plus dangereuse, car elle permettait au crime de se déguiser en normalité. À la libération de la France, le visage du traître devint étrangement familier. Ce n'était pas un monstre, c'était le boulanger, le père de famille, l'ancien camarade de guerre. C'est alors que le pays dut faire face à une vérité dérangeante. La trahison ne s'était pas infiltrée de l'extérieur, mais avait surgi de l'intérieur. L'anatomie du collaborateur français est un sombre miroir. Elle reflète les zones d'ombre de l'âme humaine sous une pression extrême. Elle montre qu'en temps d'occupation et de terreur, la frontière entre devoir et déloyauté se déplace facilement. Parfois, une signature suffit. Parfois, le silence suffit. Le jugement dernier, la grande épuration française. À la libération de la France à l'été 1944, les cloches de la victoire retentirent, mêlées à des cris de vengeance. Dans les jours qui suivirent la chute du régime collaborationniste, l'heure n'était ni à la retenue ni à la modération. L'euphorie populaire se transforma en châtiment sommaire. Sur chaque place, dans chaque rue, des hommes et des femmes qualifiés de traîtres furent battus, crachés dessus, exécutés, rasés, traînés sur la voie publique ou pendus aux lampadaires. Peu importait que l'accusation fût fondée ou le fruit d'une rumeur. La rage accumulée pendant 4 années d'humiliation explosa sans filtre. Mais une telle justice immédiate, sans procédure régulière ni garantie, ne pouvait soutenir la légitimité d'une nation aspirant à renaître grâce à l'état de droit. La France avait été dévastée par l'occupation allemande, mais aussi par ses propres fractures internes. Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, comprenait que le pays avait besoin de toute urgence de plus que de symboles de libération. Il lui fallait une institutionnalisation. Il fallait mettre un terme à la justice populaire avant qu'elle ne se transforme en un cycle interminable de représailles. L'État devait retrouver son monopole de la force et transformer la colère nationale en un processus juridique offrant punition mais aussi stabilité. Ainsi naquit l'épuration nationale, l'une des opérations judiciaires les plus complexes de l'histoire française moderne. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement provisoire déclara nulles toutes les lois votées par le régime de Vichy, y compris celles qui avaient légalisé la collaboration avec l'occupant nazi. L'objectif était d'effacer juridiquement toute trace de l'État fantoche, mais aussi d'établir une nouvelle architecture juridique capable de poursuivre des dizaines de milliers de citoyens ayant participé, activement ou passivement, au maintien du régime ennemi. Le 9 août 1944, l'ordonnance qui marquera le début officiel de ce processus fut adoptée. Elle prévoyait non seulement la création de cours de justice, mais aussi de jurys d'honneur locaux, les comités départementaux de libération, dont la mission était d'évaluer les comportements collaborationnistes dans leurs régions respectives. Parallèlement, l'État introduisit un concept juridique unique, l'indignité nationale, une catégorie permettant de punir ceux qui, sans avoir commis de crimes sanglants, avaient bénéficié du régime d'occupation ou œuvré pour ses intérêts. Entre 1944 et 1951, ces instances ont jugé des milliers d'affaires. Environ 300 dossiers ont été ouverts. Parmi eux, plus de 120 ont fait l'objet d'un procès formel. Le volume des procédures était colossal.
Il s'agissait non seulement de punir, mais aussi de classer les comportements, d'établir les niveaux de responsabilité et de distinguer les actes idéologiques, opportunistes et forcés. 6700 condamnations à mort ont été prononcées. Parmi elles, 791 ont été exécutées, la plupart au cours des 5 premières années d'après-guerre. Plus de 40 personnes ont été reconnues coupables d'indignité nationale, entraînant la perte de droits civiques tels que le droit de vote, l'accès à la fonction publique ou la perception de pensions d'État. Parallèlement, des milliers de personnes ont été acquittées faute de preuves ou ont bénéficié de mesures de clémence au fur et à mesure de l'avancement des procédures. Les procès se déroulèrent avec toutes les formalités procédurales possibles dans un pays encore en ruine. Juges nommés, présence des procureurs, avocats de la défense obligatoire, témoins et pièces justificatives. Cependant, le contexte émotionnel était inévitable. Les salles d'audience étaient bondées de spectateurs dont beaucoup étaient des survivants, des proches de victimes et d'anciens résistants. La pression était constante. Parfois, l'impartialité des juges, dont beaucoup étaient d'anciens résistants, était dépassée par le poids symbolique de l'accusé. Il n'était pas rare que les audiences se transforment en scènes de tension sociale où les exigences de justice se heurtaient aux limites du droit. Certaines affaires ont acquis une notoriété nationale en raison de la position occupée par l'accusé au sein de l'appareil collaborationniste. Pierre Laval, ancien Premier ministre du régime de Vichy et figure centrale du collaborationnisme institutionnel, fut arrêté en Autriche alors qu'il tentait de fuir avec l'aide des SS. Son procès s'ouvrit le 4 octobre 1945. Il était accusé d'avoir livré des citoyens français, dont des enfants juifs, aux déportations allemandes. Sa défense fut jugée cynique et évasive. Le 15 octobre, il fut fusillé après avoir refusé de porter un bandeau et poussé un dernier cri « Vive la France !» Autre procès symbolique, celui de Joseph Darnan, chef de la milice, condamné pour son implication directe dans des actes de torture, des meurtres, des déportations et des persécutions. Capturé par les Britanniques en Italie, il fut remis à la France et exécuté le 10 octobre 1945 sans manifester le moindre remords. Les tribunaux ont également jugé des présentateurs de radio et de télévision qui diffusaient des slogans antisémites, des journalistes qui glorifiaient le régime nazi, des policiers qui exécutaient des mandats d'arrêt, des gardiens de prison qui participaient à des actes de torture et des citoyens ordinaires qui dénonçaient leurs voisins par peur ou par commodité. Nombre de ces procès ont été résolus rapidement grâce à des preuves convaincantes, lettres, dossiers d'expulsion, ordonnances signées ou témoignages de survivants. L'appareil judiciaire a fonctionné avec agilité, non sans controverse. Au fil du temps, le processus de purge est devenu un sujet de débat, tant en France qu'à l'étranger. Certains y ont vu une reconstruction morale nécessaire, d'autres une forme de vengeance légalisée. L'historien Robert Aron a noté que de nombreux procès avaient été menés dans des conditions irrégulières, sous la pression émotionnelle et avec des preuves incomplètes. La notion d'indignité nationale, bien qu'utile d'un point de vue politique, a généré une ambiguïté juridique. Comment a-t-on tracé la frontière entre collaboration active et simple survie? Était-il juste de punir ceux qui occupèrent des fonctions sous la contrainte? De plus, l'ampleur du processus et l'effondrement administratif du pays ont entraîné des erreurs. Des innocents ont été punis sans preuve solide, tandis que de nombreux coupables ont échappé à la justice. La purge a également été instrumentalisée à des fins politiques. D'anciens ennemis personnels ont été dénoncés sans fondement. Des fonctionnaires ayant collaboré auparavant ont commencé à dénoncer leurs anciens alliés pour se protéger. Dans ce climat, la justice n'a pas toujours été aveugle. Malgré ces critiques, nombreux furent ceux qui défendirent le processus comme indispensable. De Gaulle lui-même considérait la purge comme une étape inévitable de la reconstruction de la République. Il ne s'agissait pas seulement d'un jugement, mais de marquer une limite symbolique. La France devait restaurer sa dignité, ce qui impliquait de demander des comptes à ceux qui avaient trahi la nation. Sans purge, affirmait de Gaulle, il n'y aurait pas de véritable réconciliation. À partir de 1947, alors que la guerre froide battait déjà son plein en Europe et que la stabilité politique était nécessaire, l'État français commença à clore progressivement le chapitre de l'épuration juive. Des amnisties partielles, puis plus larges,
furent approuvés. De nombreux anciens collaborateurs furent réintégrés dans la fonction publique. Certains occupèrent même des postes importants dans les années 1950. Des personnalités comme Maurice Papon réussirent à dissimuler leurs responsabilités directes dans la déportation des Juifs pendant des décennies jusqu'à ce qu'elles soient finalement révélées par des enquêtes journalistiques bien des années plus tard. Au cours des décennies suivantes, le discours officiel a évolué. La priorité est passée de la justice à l'unité nationale. La collaboration est devenue un sujet délicat, presque tabou. Ce n'est que dans les années 1970 qu'une nouvelle génération d'historiens, de cinéastes et de journalistes a commencé à examiner les archives, à rouvrir des plaies oubliées et à poser de nouvelles questions sur cette période sombre. À travers des documentaires, des livres et des procès tardifs, la mémoire de la Purge a retrouvé une place centrale dans la conscience collective. La Grande Purge française fut à la fois un acte de justice, une nécessité politique et une tragédie humaine. Elle était nécessaire car aucun État démocratique ne peut se construire sur l'impunité de ceux qui ont collaboré avec un régime criminel. Elle fut tragique car elle révéla les divisions les plus profondes d'une nation blessée. Imparfaite, hâtive et parfois injuste, elle fut aussi un effort monumental pour restaurer l'état de droit dans un pays brisé par la guerre et la trahison. Aujourd'hui, à la lumière du temps, la purge demeure un rappel inconfortable. La légalité seule ne suffit pas à apaiser la douleur collective ni à réparer le tissu moral déchiré. Mais le fait que la France ait tenté de juger plutôt que de simplement exterminer demeure un geste civilisateur au milieu d'un continent en ruine. Car le jugement final ne s'est pas seulement prononcé devant les tribunaux. Il a également eu lieu et continue d'avoir lieu dans la conscience d'un pays qui a appris que son pire ennemi pouvait avoir le même visage, la même langue et le même drapeau.